Tiens, le micro, il marche. Het Tibet Tibet. Ah, je ne suis pas seul ce soir. On reprend là. Het Tibet Tibet. Het Tibet Tibet. Merci, camarades. Bon, ça pour me mettre un peu à l'aise. Je n'ai pas l'habitude d'être sous les projecteurs. Alors, je suis celui qui n'a pas préparé son discours et qui va vous dire donc tout ce qui lui vient. Alors, je commence par où? Je ne sais pas. Peut-être je commence par le Yohamed Arthur tout petit et puis on va grandir ensemble. Voilà. Bon, moi tout petit, je ne vous cache pas, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Et je n'ai pas encore abandonné ce rêve. Vous voyez encore le One Piece sur mon t-shirt. Bon, on peut essayer un Kamehameha. Voilà, on peut essayer de lancer un Kamehameha tout de suite, voir si ça marche. Je n'ai pas encore renoncé. Mais je cherche toujours à avoir de super pouvoirs parce que moi, j'ai toujours été, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours senti concerné par tous les problèmes du monde. Voilà. J'ai toujours été concerné par le conflit israélo-palestinien, la guerre en Somalie, l'image que l'Afrique donne au monde. J'ai toujours été donc concerné donc par tout ce que je vois comme misère dans le monde. J'aurais voulu avoir ce pouvoir de super-héros et de rendre justice partout où besoin est. Mais particulièrement ce soir, le pouvoir que j'aurais voulu avoir, c'est celui de vous hypnotiser. Oui. Si j'avais ce pouvoir-là, je pense que je vous hypnotiserais et à la sortie de cette salle, vous serez tous promoteurs d'un monde plus intègre. Voilà mon rêve. Voilà. Bon, je n'ai toujours pas de pouvoir, donc on va se contenter de faire ce qu'on peut faire sans pouvoir. Voilà. Donc, comment se contenter de faire ce qu'on peut faire quand on n'a pas de pouvoir? Moi, ma recette, elle est simple. Toujours faire ce en quoi nous avons foi. Toujours essayer d'être aussi utile que possible. Toujours chercher à faire mieux que ce qu'on fait. Elle est simple, ma recette. Et avec donc cette formule-là, dès le campus, moi j'utilisais le carburant que mon papa me donnait pour aller chercher le diplôme, pour aller faire du syndicalisme. Je vous le dis, hein, j'ai eu ma maîtrise, je n'ai pas cumulé 4 heures de cours assis en classe. Voilà, on passait plus le temps à faire du syndicalisme. Et la première fois, je vous confie, la première fois que je suis allé à l'église, à une messe, j'étais pressé, j'attendais la fin pour distribuer des tracts. Ouais, c'était la première fois à l'église. Bon, et puis après, on a aussi écrit en rouge dans les rues de Ouagadougou, abat le clan mafieux de l'autre. Bon, on était persuadés qu'on contribuait à garder l'université de Ouagadougou ouverte aux enfants de pauvres, ouverte à tout le monde. On a eu l'impression que ça marchait, parce que moi, dans ma fac, après l'année invalidée, il y avait plus de vélos que de P50. Mais avant l'année invalidée, ce n'était pas possible. Il y avait P50. Donc, c'était une certaine catégorie sociale qui avait accès à l'université de Ouagadougou. Mais quand on a étudié la base du FONER et de l'aide, je vous assure que cela a permis aux enfants des villages reculés de bosser à l'université de Ouagadougou. Je suis particulièrement fier de cette partie de ma vie, même si aujourd'hui, à l'université de Ouagadougou, on a des années qui se chevauchent. Bon, pour dire que mon super pouvoir n'a pas été suffisant pour faire quelque chose de durable. Mais je dis que cette partie de ma vie m'a dégoûté de tout ce qui est isme et kisme, comme l'a chanté Bob Marley. Et je me suis dit, il fallait trouver autre chose. Et autre chose, j'ai essayé l'humanitaire. Voilà, j'ai essayé l'humanitaire, j'ai été à la Croix-Rouge, j'ai assisté donc les déplacés liés donc aux inondations de 2009 à Ouagadougou. J'y ai ressenti donc de la plénitude, c'était bien. Et après ça, j'ai été à la fonction publique dans un district sanitaire où j'étais en charge d'hygiène hospitalière. Et j'ai eu 2 gros problèmes. Le premier problème avec la fonction publique, c'est qu'en fait, les gens en réfèrent à leur chef, qui en réfèrent à leur chef, qui en réfèrent à leur chef. Comme si en fait, on attend d'être le ministre ou le président pour résoudre tous les problèmes du Burkina. On ne cherche pas
à mettre en œuvre des solutions pratiques, ou du moins, c'est comme si on n'en avait pas le droit, comme si on n'en avait pas le pouvoir. Je vous dis, vous prenez un district sanitaire, vous prenez leur plan d'action, vous lisez, problème prioritaire, paludisme. Deuxième problème prioritaire, maladie respiratoire. Troisième problème prioritaire, infection gastro-entérite et autres. Vous partez, vous prenez le budget, vous cherchez la part du budget accordé au paludisme, peut-être pas 1%, vous n'allez rien voir. Parce qu'on suit la danse des bailleurs. Les bailleurs ont décidé qu'ils financent la planification familiale, allez, 65% du budget, planification familiale. Bon, j'ai compris que ça allait être difficile d'apporter quelque chose à ce pays-là si je reste à cette place. Oui. Et je me suis dit, bon, ok, allons chercher plus de démocratie. Je suis allé donc en ONG. Mais bon, en ONG, je ne vais pas citer le nom de l'ONG où j'ai bossé, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on contribue, c'est vrai, ça, c'est de bons salaires, c'est bien, mais on contribue en fait à cultiver cet esprit de dépendance de nos populations. Moi, j'ai travaillé avec des agents de santé. On a essayé d'aller sur le principe pour ceux qui savent ce que c'est que le 5S, Kaizen, management total de la qualité, où en fait on essaie de trouver des solutions par soi-même aux problèmes qu'on rencontre chaque jour. Mais je vous dis que quand on pose la question, comment on résout ce problème, les gens attendent l'ONG. Jusqu'au sachet poubelle, ils attendent l'ONG. Je me suis dit, ben, écoute, en réalité, je ne suis pas en train de développer le Burkina. Je suis complice de dire mon État est corrompu. Mon État n'est pas en mesure de gérer. Il faut confier l'argent à une ONG. Une ONG qui te prend 1 milliard, qui t'enlève 2 mois de salaire pour le directeur pays, pour son assistant, et la logistique qui te prend 45%. Et finalement, vous rentrez dans des formations de formateurs, de formations de distributeurs. L'argent est claqué. L'argent est claqué. Ce n'est pas évident qu'il y ait plus de 3 millions qui arrivent à l'achat des semences de Aimé qui vient de passer. Et croyez bien que les 3 millions aussi pour acheter les semences, l'acheteur il va faire son deal. Donc le paysan, en fait, rien. Il aurait fallu prendre cet argent, aller déposer, appeler les gens de venir piller. Non, ça aurait été plus rentable. C'est ce que je pense. Alors, donc c'est dans ces réflexions où je ne me sentais vraiment pas utile que j'ai vu l'opportunité en fait de lancer une start-up, Bilada. Alors, c'était un peu pour moi en fait comme si je construisais mon propre navire pour les fans de One Piece. Je pouvais enfin me lancer librement dans ce monde-là et essayer d'apporter ma pierre, suivre la danse. Alors, pourquoi j'ai trouvé que c'était le moment, pourquoi j'ai trouvé que c'était opportun? Effectivement, en tant que responsable programme WASH, je connaissais bien le secteur de la WASH. J'ai vu que, c'est bien vrai que j'ai critiqué les ONG, hein, j'ai critiqué un pan, et l'État, ils ont quand même réussi à atteindre l'objectif du millénaire pour le développement qui était de doubler l'accès des populations à des points d'eau améliorés. Donc il faut dire qu'à l'horizon 2015, là, on avait réussi. Plus de 76% des Burkinabés avaient accès à des points d'eau améliorés. Ça veut dire soit un forage, soit un puits à grand diamètre. C'était bien. Mais malheureusement, ce n'était que la politique de l'autruche. Parce qu'en réalité, donner un forage, ce n'est pas donner de l'eau potable. D'autant plus que le rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF en 2017 établissait clairement que plus de la moitié des forages dans le monde ne délivrent pas de l'eau potable. Donc ça, c'était une réalité. Et ça a été confirmé par une étude menée dans le Ganzourgou par le professeur Frank Lalanne. Il arrive qu'autour de 48 à 54% des forages dans les pays ne délivrent déjà pas de l'eau potable. Mais le problème n'est pas là. Même quand le forage délivre de l'eau potable, les populations contaminent l'eau au moment du captage, au moment où elles puisent l'eau. Elles contaminent l'eau pendant le transport. Elles contaminent l'eau pendant le stockage. Et la même étude menée dans le Ganzourgou
dit que 98% des eaux à domicile, excusez-moi, voilà, les eaux analysées dans les domiciles étaient contaminées. C'est dit que les ménages qui avaient la chance d'avoir le forage, le bon forage, il n'y avait peut-être que 2 sur 100 qui buvaient de l'eau potable. Donc, les 76% de Burkinabés ont accès à l'eau potable, c'est des chiffres, c'est bien à présenter politiquement, mais au fond, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas passer sans mentionner cette anecdote. Il y a une autre étude dans la région du Centre-Est conduite par une autre ONG, où sur plus d'une centaine de ménages, il y avait un seul ménage qui avait de l'eau potable. Et quand j'ai pris les chiffres, la personne qui a conduit l'enquête m'a soufflé là-bas, en fait, on ne voulait pas mettre 0. D'accord, donc je me suis assis, j'ai fait mon arbre à problème tout seul, je me suis dit, ok, quel est le problème, quelle est la racine, quelles sont les causes du problème. Et ça m'a amené à dire, bon, écoute, il y a des gens qui font des forages, c'est déjà bien. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler les gens à traiter l'eau chez eux à la maison? C'est une façon de faire participer ceux qui ont besoin de boire cette eau. Donc, j'ai analysé sur le marché. Il y avait des pastilles, je ne vais pas faire de la publicité, il y avait des pastilles, des comprimés comme ça qu'on met dans l'eau pour traiter, mais ça venait d'Angleterre. Et ça venait de façon irrégulière. C'était promu seulement par les ONG. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever, aller à la boutique, dire je veux des pastilles pour traiter l'eau. Alors je me suis dit, oh, dans ce pays-là, il manque en fait quelqu'un qui produit quelque chose pour le traitement de l'eau à domicile. Et bien voilà, c'est mon navire, il est tout taillé. J'ai décidé donc de permettre à cette masse de population rurale qui n'a pas accès à l'eau potable de pouvoir boire une eau de meilleure qualité que celle que les gens qui sont à Ouaga boivent. Parce que vous l'aurez compris, à Ouagadougou, l'eau de robinet, c'est des eaux de surface traitées. Eux, ils peuvent avoir la chance d'avoir de l'eau souterraine traitée. Donc, carrément de meilleure qualité que l'eau de robinet. Il faut juste leur permettre, leur donner l'accès à des solutions de désinfection à domicile. Voilà, et c'est comme ça donc qu'est né Bilada. Et Bilada, c'est quoi? Bilada, c'est Biladga en Moré. Mais comme je voulais que les Chinois puissent prononcer sans souffrir, j'ai enlevé le G et ça donne Bilada. Donc Bilada, c'est enfant jovial. Pourquoi enfant jovial? J'y ai mis tout mon rêve d'une autre Afrique. Tout mon rêve d'une Afrique qui rompt avec son image traditionnelle d'enfant malnutri, d'enfant malfamé, l'enfant soudanais, l'enfant somalien. Et c'est ce que j'ai mis dans mon rêve de Bilada. Alors, pourquoi Bilada? Parce qu'effectivement, l'autre image de l'enfant africain, qui serait donc un enfant souriant, ce serait donc un enfant qui mange bien, un enfant qui n'est pas malnutri. Et la principale cause de la malnutrition, ce sont les maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques à répétition finissent par comment je vous explique ça? Vous voyez, vous avez les villosités intestinales qui favorisent le captage de la nourriture quand vous mangez. Mais l'enfant, à force de faire des diarrhées, ben, ces villosités intestinales-là, ben, ça finit par lisser et ça réduit donc la surface de captage des aliments. Donc en ce moment, vous pouvez être toujours en train de lui donner des aliments bien diversifiés et autres, mais ça ressort, il n'assimile pas bien. Donc, les maladies diarrhéiques, dans 2/3 des cas, sont responsables de la malnutrition et l'accès à l'eau potable peut permettre de répondre à ce défi, donc de réduire de façon durable les maladies diarrhéiques et autres gastro-entérites. Donc voilà comment est-ce que nous nous sommes dit qu'on pouvait contribuer, comment on pouvait apporter notre part à la construction de cette autre Afrique. Et voilà donc comment est né Bilada. Voilà. Je n'ai toujours pas de super pouvoir, mais je pense que j'ai compris qu'il fallait juste trouver sa place, essayer de faire au mieux ce qu'on sait faire, dans un esprit d'être utile à la communauté. Alors, je ne suis pas allé chercher très loin, hein. C'est le corps humain qui me fascine.
Vous voyez? Ce soir, je ne devrais pas dire je devrais dire nous. Je pense à la centaine de milliards, pardon, la centaine de milliers de milliards de cellules qui me constituent. C'est à eux que je pense, donc je devrais dire nous. Et peut-être qu'on devrait observer une seconde de silence pour les 15 milliards de cellules qui sont mortes aujourd'hui et acclamer peut-être aussi les 15 milliards de cellules qui sont nées aujourd'hui. Voilà. Donc voilà le corps humain, vous voyez. C'est chaque jour des milliards de cellules qui meurent, chaque jour des milliards de cellules qui naissent et qui fonctionnent de façon à ce que moi je sois là devant vous ce soir pour faire mon petit malin. Sans se connaître. Les cellules de mon orteil ne vont jamais rencontrer les cellules de mon cœur. Jamais. Aucune ressemblance, ni par la couleur, ni par la forme. C'est des cellules différentes. Mais ces cellules-là, ensemble, ont construit ce monde harmonieux devant vous. Comment ça marche? Quel est le secret? Pourquoi est-ce que les êtres humains ne pourraient pas s'en inspirer? Alors que nous nous ressemblons. Moi, je dis, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout est pareil. Vous prenez notre système solaire, le soleil au milieu, des planètes qui gravitent autour. C'est la même image quand vous prenez la cellule, le noyau au milieu, les organites qui gravitent autour. Vous descendez à l'infiniment petit, vous prenez l'atome, le noyau au milieu, les électrons qui gravitent autour. Bon, on n'a pas encore réussi à rentrer dans les neutrons, les protons pour savoir si ce n'est pas la même organisation encore. Mais en tout cas, c'est la même chose à l'échelle de l'univers. Vous prenez l'univers, vous avez encore les galaxies qui tournent, qui se fuient les unes les autres et qui font le même mouvement. Donc, moi je pense que, quelque part, il faut que nous puissions savoir en fait que nous constituons une seule pièce en tant qu'être humain. Et que la meilleure chose à faire, c'est de reconnaître cette identité-là et de travailler la main dans la main à construire cette humanité qui pourrait donc permettre d'avoir un monde de paix, un monde où chaque être humain pourrait avoir donc le droit de réaliser toutes ses potentialités sans distinction de couleur, sans distinction de race. Alors, je ne m'inspire pas que de l'organisation de mon corps pour dire que on peut rassembler les humains autour d'une seule valeur. Je pense à Thomas Sankara, qui a eu donc en charge de faire d'une nation ce pays constitué de Mossi, de Peul, de Lobi, et qui n'est pas allé chercher loin. Il a créé le pays des hommes intègres. Je pense qu'il a identifié cette identité clé-là. L'intégrité est ce que tous les êtres humains ont en partage. Tous. Je ne dis pas seulement au Burkina Faso. Tout le monde aspire à l'intégrité. Croyez-moi, si vous dites le contraire, imaginez un instant, s'il n'y avait pas des hommes intègres, pour être garant de votre sécurité, qu'est-ce qui vous permettrait de sortir avec votre jolie moto en circulation sans que des gens vous arrêtent, vous tabassent et vous la retirent? C'est parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui voient. Et ils sont des hommes intègres. Ils viendront certainement vous assister si des gens essayent de vous attaquer. Donc, moi je pense que, contrairement à l'idée que les gens mauvais essayent de distiller, ce monde est foutu, ce monde est perdu, ben c'est être dans le monde des bisounours que de penser qu'on peut promouvoir l'intégrité et autres. Non, moi je pense qu'il y a encore bien d'hommes intègres dans ce pays et c'est l'intégrité ou la catastrophe, l'apocalypse, il n'y a pas de choix à faire. Voilà. Donc, et si vous êtes d'accord avec moi, je pense que la vision de Thomas Sankara ne s'arrêtait pas donc aux 274 000 km² qu'est le Burkina Faso d'aujourd'hui, mais je pense que dans sa vision, le pays des hommes intègres, c'est le pays où il y a partout des hommes
qui décide ou qui accepte de tendre vers l'intégrité. C'est pourquoi, moi, je pense qu'on peut étendre les limites du Burkina Faso jusqu'en Alaska. Voilà. Du coup, ça, c'est ma vision que je vous ai présentée. Et pour toujours renforcer que nous ne sommes pas dans le pays des bisounours, je sais qu'il y a des gens ici qui se souviennent ou qui ont déjà entendu des anciens parler de façon nostalgique. Quand nous, on était petits, n'importe qui pouvait corriger n'importe quel enfant dans la rue. Ce monde-là, je pense qu'il a existé. Ces valeurs-là ont existé. Effectivement, nous, petits, un enfant qui déconnait dans la rue, n'importe qui pouvait le corriger, parce que tout le monde savait ce qu'on devait faire de l'enfant pour pouvoir avoir un monde intègre demain. C'était donc l'identité unique. Je me rappelle encore de ma grand-mère. Quand nous étions enfants, il y a très longtemps, c'était à une époque où on partait encore acheter, non pas la boîte d'allumettes, mais les brins d'allumettes. Et quand le boutiquier en mettait de trop, je vous assure que ma grand-mère comptait les brins d'allumettes en trop et nous les remettait pour qu'on aille rendre au boutiquier. Moi, c'est ce monde-là qui m'inspire. Il a existé et je pense que Sankara s'en est inspiré. C'est une valeur qui est réelle, c'est une valeur qui pourrait rassembler tous les humains. Contrairement à d'autres valeurs qui créent des différences, je pense donc à des identités qui ne sont pas des identités fondamentales, qui font de ce monde un monde malade. Moi, je suis de tel bord, moi, je suis plutôt de tel bord. Je pense que ça ne conduit qu'à nous séparer. Si, dans mon corps, là, tout de suite, les cellules cardiaques entrent en grève contre les cellules de l'intestin, ça va être ce qu'on appelle la maladie auto-immune. Et le problème des hommes, aujourd'hui, je pense que nous vivons ce qu'on appelle une maladie auto-immune. La reconnaissance du soi et du non-soi. Notre problème, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous pensons peut-être que, ah non, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis moussi, moi je suis peul, mais en réalité, tant que nous nous arrêtons à ces petites identités-là, nous allons toujours souffrir de cette maladie immune dans ce monde. Parce que l'unique critère de reconnaissance du soi qui permet à nos cellules de ne pas entrer en conflit, c'est cette valeur unique qui leur montre que cette cellule-là, c'est le soi, celle-là n'est pas le soi, qui leur permet donc d'éliminer les microbes et de laisser le corps en paix. Donc, si nous arrivons à identifier le rêve de construire un monde intègre, je pense que nous réussirons le pari de construire ce paradis-là sur Terre avant d'aller au ciel. Merci à vous. Bonne soirée.